RCF Notre-Dame. Tous entrepreneurs sur RCF, Pauline Noack. Bienvenue dans ce format long de Tous entrepreneurs. Aujourd'hui, on prend notre temps avec mon invité que certains qualifient de leader d'influence territoriale parce qu'effectivement, il ne met pas ses deux pieds dans le même sabot. Vous allez découvrir tous les champs dans lesquels il s'investit et avec beaucoup de cœur. Bonjour Samuel Brigantino. Bonjour Pauline. Qui êtes-vous ? Un jeune entrepreneur hébroïcien passionné par son quotidien et qui essaye de servir au mieux pour le plus grand nombre. Hébroïcien de naissance ? Pas de naissance de cœur, arrivé il y a une quinzaine d'années sur Évreux et Évreux m'a adopté et j'essaie de lui rendre. Et qu'est-ce qui vous a amené à Évreux ? L'entrepreneuriat. J'ai créé ma première entreprise à Évreux. J'ai travaillé beaucoup avec mon père. Je suis arrivé dans l'entreprise familiale à 18 ans. Et à 27 ans, j'ai eu l'idée de créer une marque et me voilà arrivé à Évreux. Et aujourd'hui, cette marque se développe sur le territoire national. On va en parler de la marque. Votre père faisait quoi ? Mon père était garagiste dans l'automobile. Toute ma famille a fait que de l'automobile. Les Portugais étaient soit carleurs et nous, on a choisi l'automobile. Donc Brigantino, c'est d'origine portugaise. Tout à fait. Donc effectivement, le monde de l'automobile, vous ne l'avez pas quitté en créant Glace Express. Glace Express France maintenant, on dit ? Glace Express France parce que à la base Glace Express était essentiellement normand et depuis maintenant 4-5 ans on a un projet de développement jusqu'à 2029-2030 sur une implantation nationale. Le groupe compte 250 personnes aujourd'hui et voilà, c'est grâce à ce développement qu'on a mis en place, accompagné par la BPI, donc c'est un beau projet. Et c'est un développement de quel type ? Vous avez des agences ? Comment ça fonctionne ? Alors le business model est basé sur des plateformes régionales et justement après avec une pratique de la pose de remplacement de vitrage à domicile. Donc on implante une plateforme au centre de la région. Typiquement la première qu'on a faite c'était en Bretagne, on l'a fait à Rennes. Et de Rennes après on rayonne sur à peu près 150 à 180 km de rayon. Voilà, donc ça veut dire qu'on est capable d'aller aussi bien à Saint-Malo que à Nantes. Vous voyez, donc c'est très très différent. Et donc vous avez des collaborateurs sédentaires qui prennent les appels entrants de demande de remplacement de vitrage et puis les techniciens sur le terrain, c'est ça, qui vont à la rencontre ? En fait, au niveau du siège, on a une plateforme de prise de rendez-vous. Les clients prennent rendez-vous en ligne via notre site internet. Et après, en fonction du secteur géographique où ils sont, ça va être des techniciens qui vont se déplacer directement à leur domicile. Donc, vous pouvez très bien habiter à Lille. Ça va être notre plateforme de Arras qui va traiter. Et si demain, vous habitez au Mans, ça va être notre plateforme de Tours qui va traiter. L'entrepreneuriat, pour vous, c'était une évidence ? En fait, je pense que dans notre famille, on a très peu été dans le salariat. Moi, depuis que j'ai l'âge de marcher, je me souviens avoir été dans le garage avec mon père et ma mère. Mon père a créé son premier garage en 1986, l'année de ma naissance. Et j'ai pas une seule vacance où j'ai pas passé mon temps au garage avec mon père et ma mère. Et aussi après avec le reste de la famille, parce qu'au fur et à mesure du temps, on a eu les oncles, les cousins. Donc c'était des entreprises où il faisait bon vivre. Et nous, on a appris ça. Moi, ma sœur, c'était pareil. Ma sœur, elle aidait ma mère un peu à la compta. Et moi, j'étais avec mon oncle et mon père dans l'atelier. Voilà, c'est comme ça qu'on a grandi. Donc des entreprises une entreprise familiale. C'est aussi le cas de Glace Express ? Oui, c'était des entreprises plutôt familiales, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça fonctionnait. Glace Express, aujourd'hui, à la taille qu'il est, j'ai pas la moitié de la famille dedans, mais j'ai toujours ma maman qui est là, elle est avec moi, elle est à la compta, et voilà, elle restera toujours à mes côtés. Et votre épouse ? Mon épouse est au COMEX avec nous, donc elle visualise la stratégie, mais on a 4 petits aujourd'hui, donc le travail familial, comme je dis souvent, c'est beaucoup moins fatigant d'être le président de Glace Express que d'être le papa de 4 petits. Donc elle a une grosse charge avec nos enfants. C'est deux métiers différents. Et des métiers, vous en avez plusieurs finalement, parce que pas forcément salariés, mais vous vous êtes beaucoup investi dans votre territoire, le territoire hébroïcien, et voire au-delà. Récemment, on a entendu parler de vous dans le monde politique, puisque vous vous êtes présenté avec une équipe aux élections municipales d'Évreux. Racontez-nous un petit peu ce qui vous a animé dans cette démarche. Je dirais que la politique, on en fait tous à notre niveau. Lorsque je rentre dans un bureau de CA d'une association, je fais de la politique.
lorsque je rentre dans une école pour essayer d'inciter les jeunes à faire des études ou à faire de l'entrepreneuriat, je fais de la politique. Et donc la logique pour une personne comme moi qui s'engage depuis des années, c'est d'aller dans la politique. Parce que le monde économique, aujourd'hui, fait ce que la France est. Et cet engagement, il était aussi pour sensibiliser le monde économique, que nous avons un rôle à jouer très important, qu'aujourd'hui, les hommes politiques ont fait un métier de la politique, alors que c'est le monde économique souvent qui essaye de le guider. Et donc je ne vois pas mieux que des chefs d'entreprise aujourd'hui pour s'investir en politique et faire en sorte que les décisions qui sont prises par nos politiciens soient en cohérence avec la réalité économique. Donc c'est pour ça que j'ai voulu m'investir. Et j'ai fait une campagne qui a duré à peu près 8 mois. Et j'ai réussi à démontrer durant cette campagne qu'il est possible aujourd'hui de faire changer les choses parce que c'est 31% des électeurs hébroïciens qui nous ont fait confiance, un néophyte de la politique, et en face de nous, nous avions des personnes qui étaient en politique depuis 20 ans et qui ont à peine réussi à faire nos scores. Donc je pense qu'il est temps que les dirigeants s'investissent. Le MEDEF milite beaucoup là-dessus et j'espère que ça donnera envie à d'autres chefs d'entreprise d'y aller, même si on sait que c'est difficile et qu'on prend des coups, mais dans l'entrepreneuriat, il faut être capable d'en prendre. D'ailleurs, on peut souligner quand même que votre score est très bon parce que le maire, enfin le candidat élu a fait 34%, donc à peine 3 points de plus que vous, ce qui vous donne de bons espoirs pour les prochaines élections. Quel était votre principal axe de changement si vous aviez été élu? Même si aujourd'hui vous êtes au conseil municipal, vous allez pouvoir agir. On a travaillé énormément sur un programme basé sur la sécurité, sur la fiscalité et aussi sur l'engagement de la jeunesse dans notre ville. Évreux est une ville très jeune, 30% de la population a moins de 18 ans. Donc il fallait être capable de proposer des alternatives à ces jeunes-là, effectivement avec de l'emploi, avec des études, parce qu'on sait que les jeunes, une fois qu'ils quittent Évreux, parce qu'ils arrivent à Rouen, ils vont à Paris, ils vont à Caen, ils font leur rencontre, on va dire ils découvrent une nouvelle vie et c'est compliqué de les faire revenir. Donc moi mon intérêt c'était qu'ils ne partent pas d'Évreux tout de suite et qu'on leur propose des filières directement à Évreux. Donc on avait travaillé beaucoup le programme là-dessus, un programme aussi beaucoup basé sur le commerce. On a un centre-ville qui était en difficulté, donc comment avoir une vision stratégique du commerce dans notre ville, l'entreprise. Parce qu'on doit être capable de faire venir des entreprises sur notre territoire, parce que la meilleure façon de développer une ville, c'est de développer l'emploi. Et moi, j'en ai marre d'entendre Évreux que pour des affaires de violence. Je veux entendre Évreux pour des belles choses. Il y a quelques mois, j'ai fait venir Ousmane Dembélé pour présenter son ballon d'or à Évreux. Et j'ai pu, avec toute une équipe, montrer qu'on peut venir de quartiers difficiles, réussir des grandes choses et revenir longtemps après en étant le meilleur joueur du monde et en n'oubliant pas d'où on vient. Donc, c'est ce que j'essaie de faire sur ce territoire. Et je pense que si on s'y met tous, à un moment donné, on arrivera à faire changer les choses, à faire changer l'image et à faire en sorte aussi que des gens qui viennent de quartiers, je dirais, plus minoritaires, plus compliqués, puissent ressortir des belles choses. Et c'est ce qu'on a fait pendant cette campagne. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à aller rencontrer la population, à qui m'explique leurs difficultés. J'ai vu des gens qui vivent dans des conditions compliquées et ça m'a motivé à essayer d'avoir une politique économique et sociale. Moi, quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup Jacques Chirac et c'était un personnage qui me plaisait. Et voilà, j'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir pendant cette période. Ça m'incite encore plus à m'engager. Et même si c'est fatigant, je l'ai fait en famille. Ma femme s'est investie énormément avec moi et tout ce qu'on fait, on le fait toujours en famille, nous, parce qu'on part du principe que tout le monde est embarqué dans ce qu'on fait. Donc on avait les enfants, ma mère, ma femme, tout le monde était là. Et c'est ce que les gens ont apprécié. Et c'est pour ça que cette campagne a été autant perçue positivement de l'extérieur, parce que moi j'avais des gens qui nous appelaient de partout. La campagne électorale d'Évreux, avec 8 candidats, elle a été l'une des campagnes les plus suivies, parce que c'était celle où il y avait le plus d'enjeux. Donc derrière, voilà, ça s'est terminé sur un score de 31%, un score où je suis très fier, une très belle équipe, parce que j'avais voulu vraiment aller chercher des gens qui ne sont pas du milieu de la politique, associatifs, chefs d'entreprise, on avait des avocats, on avait différents profils avec nous, et ils se sont tous engagés pour la première fois, et tout le monde a adoré cette période. Au même micro, j'avais reçu Jean-Louis Louvel qui nous avait parlé de sa tentative aussi de candidature, enfin de sa candidature à la mairie de Rouen.
Voilà, il avait exprimé cette difficulté qu'on a quand on est chef d'entreprise à quand même gagner de la notoriété auprès d'un public qui n'est pas celui qu'on connaît, parce que quand on est chef d'entreprise, on fréquente un certain milieu, tout le monde ne nous connaît pas. Il y a probablement aussi d'autres difficultés. Qu'est-ce qui a été plus compliqué pour vous ? Oui, le déficit de notoriété était très important. Vous savez, la première étude que j'ai faite au début, j'avais 0,8% de personnes qui me connaissaient. Donc, vous voyez, j'avais encore du travail. Bon, aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, c'est quand même un vecteur de communication qu'on travaille depuis longtemps. On a beaucoup travaillé. On avait mis une équipe avec nous pour essayer de travailler cette notoriété. Je pense qu'aujourd'hui, le plus compliqué, c'est d'arriver à capter une population plutôt de seniors qui ne fréquentent pas forcément les mêmes secteurs que nous, mais qui a un pouvoir électoral très fort. Oui. Parce que un pouvoir électoral très conservateur, qui est réfractaire au changement. Donc aujourd'hui, sur Évreux, vous ne pouvez pas parler à un actif je dirais de moins de 45 ans qui ne connaît pas Samuel Brigantino dans le monde entrepreneurial et aussi politique. Par contre, lorsque vous allez sur un public senior, c'est beaucoup plus compliqué de les capter parce qu'ils sont un peu sur les réseaux, mais pas forcément tous, et pas sur tous les mêmes canaux. Les jeunes étaient beaucoup sur TikTok pendant la campagne, là où on était quand même pas mal sur des réseaux un peu anciens. Facebook, pour un jeune, quand je lui dis Facebook, il rigole, mais ça s'est passé beaucoup là-dessus. Et les seniors viennent moyennement dans les meetings, et puis les meetings, il ne faut pas qu'ils se passent à des heures trop tard, parce que sinon ils ne viennent pas. Donc ça fera partie, je pense, des prochains sujets que je me pencherai avec mon équipe pour une prochaine campagne. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de méfiance ou de défiance de la part des seniors vis-à-vis de quelqu'un qui vient d'un autre monde que le monde politique, tellement ils ont été habitués justement à ces politiciens qui font carrière dans la politique ? Oui, et qui les séduisent. Il ne faut pas l'oublier, ils les séduisent, la guinguette, le repas de fin d'année, vous n'y avez pas accès, donc effectivement, il y a un peu de crainte, mais par contre, je me suis aperçu qu'on avait beaucoup de seniors aussi en grande difficulté, qui étaient isolés, et qui ont besoin justement d'avoir ce contact. Donc les seniors, il faudra aller les capter directement chez eux, il faudra aller dans les maisons de retraite, il faudra aller dans les résidences d'autonomie, et il faudra être capable de militer directement au plus près d'eux. Et une fois que vous arrivez à capter leur attention, et les seniors, vous savez, outre une vision politique, ce qu'ils ont besoin, c'est d'attention. Il faut être à leur côté, écouter leurs problématiques et essayer de mettre en place des choses. Le senior, il veut de l'activité, il veut de la sécurité, il veut un coût de la vie beaucoup plus simple et une fiscalité attractive. Donc c'est des choses qu'on est capable de leur apporter, mais pour ça, il faut qu'ils sachent qu'on est là. Et le prochain travail, ça sera d'être très présent auprès des seniors pour que dans 6 ans, ils pensent à nous lorsqu'il faudra mettre un bulletin. Et quand je dis nous, je dis bien le monde économique, parce qu'il faut que le monde économique s'investisse en politique localement, au niveau des départementales, régionalement et nationalement, parce que c'est comme ça qu'on sortira de la crise. Il y a probablement encore trop peu de chefs d'entreprise qui s'engagent en politique à des niveaux où on a vraiment, je dirais plus que la mairie de son village. Qu'est-ce qui les retient, les chefs d'entreprise ? Est-ce que c'est pas pénalisant, par exemple, d'être engagé en politique et chef d'entreprise ? C'est forcément pénalisant. En fait, c'est un choix de positionnement. Quand vous êtes un chef d'entreprise qui travaille beaucoup sur les marchés publics, forcément, vous allez avoir une crainte d'y aller. Parce que c'est ces politiciens qui, après, détermineront votre avenir. Mais c'est tout l'enjeu de ma vie, en fait, ça. Parce que moi, je suis un combattant dans l'âme. En fait, j'accepte pas qu'on me dicte les choses. J'aime la justice, j'aime quand c'est droit, j'aime quand tout le monde a la possibilité de. Dans mon domaine, l'activité du vitrage a été souvent guidée par le monde de l'assurance. Et pour m'en défaire, j'ai créé l'une des seules marques indépendantes françaises aujourd'hui. Et c'est ce qui me permet de pouvoir aujourd'hui dire oui ou dire non. Et c'est un peu la même chose en fait. Je pense que les dirigeants d'entreprise, il ne faut surtout pas qu'ils soient pieds et mains liés avec de l'appel d'offres, avec du pouvoir politique. Sinon, ils ne pourront jamais dire oui ou non. Donc, il faut être capable de diversifier ces canaux de rentrée de business pour être capable un jour de dire moi, maintenant, je vais me mettre en face de vous et je vais aussi essayer d'argumenter mes propres idées. Donc, si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que c'est risqué pour un chef d'entreprise d'aller en politique, je vous dirais oui.
Maintenant, si risquer de traverser la rue, de se faire écraser par un camion. Et donc, si vous voulez pas prendre de risques, faut pas être chef d'entreprise. Ça fait partie de la vie des chefs d'entreprise, mais c'est pas en s'engageant pas en politique qu'on va pas prendre de risques, par contre. Parce que les décisions qui sont prises, elles vont à l'envers des raisons économiques. Donc, à un moment donné, c'est une petite mort, moi, comme je l'appelle. Donc, si on veut pas être dans la petite mort, il faut prendre des décisions. Et d'ailleurs, en préparant, on parlait des engagements politiques syndicaux, donc au profit, enfin pour le bien des entreprises, voire des filières d'entreprises. Vous êtes aussi très investi au MEDEF et dans votre propre filière de vitrage auto. Oui, bien sûr, filière du vitrage auto. Voilà. Mais en fait, c'est des choses qui ont évolué beaucoup dans ma carrière, parce que ça fait longtemps que je fais de l'entrepreneuriat et j'avais pas cette vision-là. Et je m'aperçois que effectivement, quand on laisse de trop loin la politique économique de sa filière, on n'est pas acteur en fait des prises de décision aussi et de la réglementation. Et ça avec l'expérience, je m'aperçois que c'est très important. Donc c'est vrai que depuis quelques années, j'ai mis beaucoup plus l'accent sur m'investir aussi dans la filière de mon activité pour être toujours là à sentir l'évolution qu'il y aura dans l'activité. Parce que ce qui est le plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on a la réglementation française, mais on a la réglementation européenne. Et on est régi par la réglementation européenne. Donc il faut qu'on soit aussi acteur de ce qui va se passer demain à Bruxelles. Donc lorsque vous avez une entreprise qui grandit, vous ne devez pas lâcher du scope aussi, que politiquement, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de modification au niveau de votre activité. Donc, c'est quelque chose que je fais de plus en plus et sur lequel j'essaie d'investir mon COMEX pour qu'on soit capable d'anticiper demain des changements qu'il pourrait y avoir dans l'activité et faire en sorte que ça mette le moins possible en risque une entreprise, parce qu'un changement de réglementation, ça peut mettre en risque une entreprise. Donc, c'est une vision aujourd'hui différente que je n'avais pas lorsque j'avais 20 ans. Les changements de réglementation, ça peut constituer des menaces, ça peut constituer aussi des opportunités. Comment est-ce que vous organisez l'innovation au sein de Glass Express ? Déjà, il faut surtout pas rester dans l'entreprise. Tout à l'heure, vous parliez d'un chef d'entreprise que je connais très bien, Jean-Louis Louvel, qui a été un chef d'entreprise que j'ai rencontré à de nombreuses reprises, qui est même venu me voir à de nombreuses reprises, parce que c'est quelqu'un qui a toujours eu cette vision d'aller de l'avant, d'aller chercher l'information et de ne pas rester cloisonné dans son activité. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, un maximum. Il faut pas rester dans ses bureaux, il faut pas rester enfermé, il faut rencontrer, il faut aller voir des nouvelles organisations. Il faut aller chercher des méthodologies que certains adoptent dans leur activité pour pouvoir en capter un pourcentage et le mettre dans la nôtre. Et c'est ce qui va permettre en fait de pouvoir continuer à se développer. Et comme je le dis toujours, une entreprise qui cherche de la croissance, une entreprise qui se développe, c'est l'entreprise qui va vivre. Et une entreprise qui stagne et qui ne cherche pas le développement et l'innovation, c'est l'entreprise qui va mourir et qui ne créera pas d'opportunités pour les gens. Et n'oublions pas qu'une entreprise ne vit qu'à travers les opportunités qu'on propose à nos collaborateurs. Donc, pour pouvoir proposer du développement, il faut proposer des parcours internes à l'entreprise, et pour ça, il faut qu'elle se développe. Donc ça, c'est tout l'enjeu d'une entreprise qui a une visibilité sur plusieurs années. Vous avez un exemple d'innovation récente ? Oui, l'ère du digital, nous, a été fondamentale. Nous, à l'époque du Covid, on avait déjà intégré des outils d'automatisation qu'on appelle IA aujourd'hui, et qui a fait que l'entreprise, nous, elle a connu une énorme croissance en 2020. Vous voyez, 2020-2021, là où plein d'entreprises ont été embêtées, nous, c'est là qu'on a eu nos plus belles années de croissance, parce que on avait pris une marge d'avance sur d'autres. Voilà, et c'est typiquement un enjeu. Là, dernièrement, c'est plutôt l'arrivée d'un ERP. Donc un ERP, c'est un logiciel de gestion finalement des flux. Voilà, de gestion globale d'une entreprise où on va interconnecter aussi bien la production, le commerce, la compta, voilà, tout va être interconnecté, et ça va dans des projets de développement, parce que demain, si je veux être capable de faire la même chose à Marseille que je le fais à Paris, il me faut des outils adaptés. Donc c'est des visions d'innovation, mais je les ai pas inventés en fait. C'est simplement que j'ai été rencontrer des chefs d'entreprise, j'ai été regarder des organisations, et je me dis tiens, ça, je pense que ça peut s'adapter dans notre domaine. C'est-à-dire qu'il faut se laisser une marge de manœuvre de se louper aussi, parce que des fois on a fait des adaptations et que c'était pas pertinent et on a fait marche arrière. Donc il faut pas avoir peur de se tromper, il faut pas avoir peur de l'échec. Maintenant, il faut essayer de dégager suffisamment de résultats pour se laisser des marges de manœuvre pour faire de l'échec. En fait, c'est ça le monde de l'entreprise. C'est tester, c'est essayer, c'est réussir, c'est louper.
Et à la fin du compte, il faut que ça fasse plus. Ce qui n'est pas le cas en politique, parce que les politiques, même quand ça fait moins, ils continuent d'avancer. Donc c'est là toute la nuance. On va pas trop en parler. Vous parliez de cette très forte croissance en 2021-2022. Comment est-ce que vous organisez justement la gestion de l'hypercroissance, parce que ça peut mettre en péril une entreprise? En fait, c'est de la gestion de crise. Moi, j'ai tendance à dire que ça fait 10 ans que je suis en crise. Et il faut être à l'aise avec ça. En fait, il faut être à l'aise à des fois aller vers des champs qu'on ne maîtrise pas totalement. Et il faut le gérer en équipe. L'important, c'est de ne pas porter seul la charge du développement. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec BPI là-dessus, sur les organisations internes, sur la mise en place d'un comité de direction, d'un COMEX, et demain, nous allons mettre en place un conseil de surveillance. Mais ça passe par, encore une fois, de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, prendre exemple sur des groupes plus grands. Comment je fais pour devenir demain une PME de croissance? Comment je fais pour devenir une ETI? Comment je vais mettre des organes de contrôle? Voilà, tout n'est pas parfait, hein, on est toujours perfectible, mais essayons d'améliorer nos process internes et on ne se satisfait pas de ce qu'on a. Voilà, il ne faut pas se satisfaire de notre organisation, il faut essayer de la challenger. Jamais se poser sur ces lauriers, bien sûr. Lauriers. Parlons de vos équipes. Bon, vous êtes 250 personnes 250 collaborateurs, ouais. Aujourd'hui. Comment est-ce que vous recrutez? Alors, on recrute beaucoup justement par le biais de la formation. Moi, mon objectif, c'est toujours de faire venir des profils jeunes, entre 20 et 25 ans. On est dans un métier manuel, pour la technique, je parle. On essaie justement de se dire, voilà, quelqu'un qui vient du milieu du bâtiment, quelqu'un qui vient de la restauration, qui a envie de voir autre chose. Quel parcours je vais pouvoir lui proposer en entreprise? Donc là, on va faire rentrer des jeunes. Avec France Travail, on a beaucoup de programmes, on en a rentré des centaines. Et on leur propose, quand ils viennent chez nous, une formation qui va durer un certain temps, entre 6 et 12 mois en fonction des personnes, où ils vont pouvoir apprendre un métier. Mais surtout, on va les emmener vers un parcours où ils vont pouvoir prendre des responsabilités, changer de statut. Comme je dis toujours, je connais aucun jeune dans sa vie qui veut devenir réparateur de vitrage. Par contre, je connais beaucoup de jeunes qui ont envie d'avoir un parcours d'évolution pour devenir manager, pour devenir encadrant, pour prendre des responsabilités. Et c'est ça qu'on va essayer de leur vendre, nous, quand ils vont venir en entreprise. Et c'est pour ça que depuis plus de 10 ans, on n'a pas de problème de recrutement, finalement, chez Gas Express, parce qu'il y a une culture d'entreprise forte, parce qu'on essaye d'intégrer les salariés vraiment dans l'entreprise. Et comme je dis toujours, ils ont tous un bout de la boîte, en fait. Et c'est comme ça qu'ils vont envie de s'investir. Et l'investissement au quotidien, c'est pas simplement parce que nous, on va avoir une rémunération qui va les intéresser. C'est parce qu'au quotidien, on les implique et on essaie de leur rendre ce qui fait l'entreprise d'aujourd'hui. Parce que le visage de l'entreprise, c'est pas que son président. C'est chacun et chacune qui se lève tous les matins pour aller faire vivre cette marque. Donc, moi, j'ai un événement d'entreprise qui me plaît tout le temps, c'est l'arbre de Noël. Parce que l'arbre de Noël, on vient avec le mari, on vient avec l'enfant, on vient avec maman. Et nous, l'arbre de Noël, c'est pour la famille. Hein. Et quand je vois, les derniers arbres de Noël ont été plus de 400 pour une boîte de 250 personnes. Et ils viennent tous à Évreux. Et je vois des gens qui arrivent de Lille, je vois des gens qui arrivent de Bretagne. Et ils veulent absolument venir ce jour-là tous ensemble pour se retrouver, pour qu'on se rencontre, pour qu'on échange. Et ça montre à quel point on a réussi notre pari à faire qu'une petite entreprise locale devienne à une échelle plus grande, mais en gardant cet esprit familial, parce que à chaque niveau, on a mis les bons ingrédients et on a fait en sorte que les jeunes qui sont arrivés dans l'entreprise aujourd'hui, qui ont pris des responsabilités, aient cette culture en région et qui fassent en sorte qu'ils continuent à véhiculer la marque et que sur le t-shirt, hein, comme on dit, surtout il y a l'emblème et eux ils ont Gas Express et ils veulent se battre pour. Voilà, c'est ce qu'on essaie de véhiculer. Mais quel est l'ingrédient qui crée cet attachement, cet engagement? C'est beaucoup de temps. Je pense qu'il faut passer beaucoup de temps en équipe. On crée des événements, nous, d'entreprises où ils vont aller pratiquer des activités, où ils vont échanger sur leur mode de fonctionnement, échanger sur leur famille. C'est très important de savoir que ma collègue à gauche, elle a 2 enfants, elle a un enfant peut-être qui est autiste, elle a un autre enfant qui fait du foot, et ça, on a besoin de le savoir en fait. Moi, quand j'entends des fois des choses d'entreprises qui me disent, moi je fais pas de social, moi je fais beaucoup de social. Moi je leur dis, moi je fais beaucoup de social parce que c'est grâce à ça que je connais chacun et chacune d'entre eux et que j'ai envie de me battre pour mon voisin. Donc c'est cette appartenance les uns aux autres qui vont faire que dans l'entreprise, après, on a un vecteur commun. Et après, derrière, on fait participer, on essaye, quand on fait des résultats, de redistribuer et on travaille beaucoup c'est pas pour tout le monde pareil, en fait. Ça, c'est très important pour moi. Quelqu'un qui s'engage, il doit bénéficier plus de son travail que quelqu'un qui ne s'engage pas.
Et ça, nous, on l'affiche très clairement. Donc les gens le savent chez nous. Ils le savent en arrivant. Ils le savent en arrivant. Nous, c'est pas la politique du tout le monde pareil. C'est en fonction de ton engagement. Maintenant, tu peux avoir des périodes de difficulté parce que tu as une passe difficile, mais on va le savoir vu qu'on te connaît bien. Donc, et on sait quand ça va pas. Et quand ça va pas parce qu'il y a un vrai problème dans ta vie, on va t'accompagner, on va t'aider. Par contre, quand ça va parce que tu n'as pas envie de gratter, on va t'expliquer que c'est pas ici qu'il faut rester. Voilà, et on est très clair avec ça. Si tu veux t'investir, on sera là avec toi. Si tu veux pas t'investir, il faudra nous quitter. Voilà, tout simplement. Vous dites que vous faites du social, mais est-ce que c'est pas plutôt vous faites du lien finalement? Oui, mais pourquoi je dis social? Parce que je veux un mot punchy. Je veux expliquer que c'est pas un gros mal mot. Connoté en fait. C'est pas un gros mot. Ouais. C'est pas un gros mot de s'intéresser aux gens dans une entreprise. Non. C'est pas un gros mot d'essayer de comprendre c'est quoi sa vie. C'est pas un gros mot des fois des petites adaptations. Vous savez, un salarié, il a tendance à pas être trop exprimé parce qu'il a peur de comment le manager va le voir. Mais des fois, c'est un truc tout bête. Si je libère un quart d'heure plus tôt pour aller chercher mon enfant à l'école, je m'enlève une grosse contrainte. Je m'enlève une nounou qui n'est pas disponible, j'enlève la grand-mère qui n'est pas là. Et ça passe que par le dialogue. Donc il faut aller chercher l'information des fois chez le collaborateur pour comprendre c'est quoi son problème du quotidien. Et en faisant ça chacun tous à notre niveau, on s'enlève plein d'épines dans le pied et on vit mieux notre vie. Et vous savez, un collaborateur, c'est un être humain. Et un être humain, il a besoin de se sentir bien dans sa vie, pour se sentir bien dans son travail. Donc, si tu arrives à comprendre que, d'abord, mets en place une politique pour que les gens se sentent bien dans leur vie, et tu verras qu'ils feront en sorte que dans leur travail, ça se passe bien. C'est pas d'abord le travail après la vie, c'est la vie après le travail. Et c'est dans cet ordre-là qu'on doit le mettre en place. Et si on le fait comme ça, les gens après s'investissent et ont envie de rester. Vous m'avez dit en préparant, chez Glace Express, tout le monde est vendeur, même l'assistante. Alors, expliquez-nous. Chez nous, c'est vrai, on avait mis une politique en place où le variable, finalement, c'est quelque chose de commun à n'importe quel collaborateur parce que notre activité, c'est de faire du vitrage automobile. À partir du moment qu'on a 18 ans et un permis de conduire, tu deviens une cible potentielle pour nous. Donc, une secrétaire, elle a de l'entourage, un technicien, elle a de l'entourage, le vendeur, c'est son métier, la personne à la compta, elle a de l'entourage. Donc, on avait inculqué ça dès le départ quand on était 3-4. Et c'est vrai qu'on l'a gardé. En grandissant, on l'a formalisé. Et maintenant, aujourd'hui, nous, on a 250 vendeurs, en fait. Et donc, chacun à leur niveau, ils peuvent faire du variable en faisant de la vente. Ils peuvent aller sur les réseaux sociaux expliquer qu'ils travaillent dans une entreprise de vitrage. Ils peuvent aller au repas de famille expliquer. Dans leur association sportive, ils peuvent faire aussi du commerce. Voilà, le commerce, il ne s'arrête pas forcément pendant ces 35 ou 39 heures. Le commerce, c'est tout le temps. Voilà, donc c'est ce qu'on leur a expliqué, inculqué. Aujourd'hui, on a toute la boîte qui fonctionne avec du variable. Et ils sont très contents parce que ceux qui ont envie de le faire, ils le font. Ceux qui n'ont pas envie, ils le font pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est encore une fois, c'est au choix. Et ça participe à l'implication. Ça participe à l'implication et ça participe au développement surtout. Donc, et au développement. Donc on a beaucoup de collaborateurs qui le font. C'est vertueux. Si vous aimez ce podcast et avant d'écouter la suite, je vous invite à soutenir RCF par un don. RCF a fait le choix de limiter la publicité au maximum et de vivre grâce aux dons de ses auditeurs. Vous pouvez soutenir RCF en Normandie en faisant un don sur rcf.fr. Merci. Voici maintenant la suite du podcast. Parlons du sport. C'est aussi quelque chose qui vous anime? C'est quoi votre relation au sport? C'était toute une partie de ma vie. J'ai eu une carrière de karatéka pendant presque 17 ans, qui a marqué ma vie, qui a marqué mon tempérament. Vous commencez à quel âge le karaté? J'ai commencé le karaté à 14 ans. J'ai eu une jeunesse très mouvementée. Le milieu scolaire, c'était pas forcément là où je m'épanouissais. Mais j'ai rencontré des éducateurs à un moment donné de ma vie importants. Ils m'ont emmené dans ces valeurs de sport. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait développer en moi des capacités que j'imaginais pas. Et le sport de niveau est tellement exigeant que vous devez être focus à 100% là-dessus. Donc moi, j'ai eu un rythme de vie dans ma jeunesse qui est peu commode. Et c'est ce qui m'a permis de garder cette rigueur après dans le monde de l'entrepreneuriat. Et le sport, j'ai essayé de le garder toujours dans mon quotidien parce que par le sport, on arrive aussi à ramener des gens. Je l'ai fait sur Évreux avec le club de l'EFC 27, qui est un club qui me touche particulièrement parce que quand on connaît la typologie football, de ce club, c'est du football. Le FC 27, c'est du football. Mais localement, chez nous, c'est une institution. Vous avez à peu près 800 adhérents, 500 qui ont moins de 18 ans. Et sur ces 500, vous en avez 80% qui viennent du quartier de la Madeleine, un quartier très populaire, qui a vu naître le dernier Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Mais surtout, c'est un acteur social local qui permet de réinsérer, d'orienter, de guider. Et lorsque ce club a été mis
en redressement judiciaire. Je me suis battu pour le sauver avec toute une équipe. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir accompagner cette jeunesse qui peut, voilà, des fois avoir une espèce de fatalité, une espèce de pensée qui sont en extérieur de la société. Mais moi, je me tue au quotidien pour leur dire qu'ils sont acteurs de leur destin, que s'ils veulent s'en sortir, ça passera que par le travail, que rien va leur tomber du ciel et qu'on ne sera pas tous Ousmane Dembélé. Donc c'est ce que je leur explique chaque jour. Et tous les week-ends, on emmène 60 équipes aux quatre coins de la région. Et puis, on arrive à en sortir 3-4 par an qui vont aller intégrer des centres de formation pro et pour certains qui vont en faire une carrière. Mais quand je vois à quel point ces jeunes reviennent une fois qu'ils font leur carrière et essayent d'aider le club à leur niveau, ça montre bien que lorsqu'on donne, on finit toujours par recevoir. Et les jeunes, je pense qu'ils y sont sensibles. Toutes les actions qu'on fait au quotidien, que ce soit par du soutien scolaire, que ce soit pour de l'aide intergénérationnelle, voilà, des collectes de vêtements, des collectes de denrées alimentaires. Le club de foot, pour nous, c'est bien plus qu'un club de foot. Et je dirais que s'il y avait que du foot, je ne serais peut-être pas là. Ce que j'entends, c'est que le sport, ça peut être vraiment une école de vie qui est peut-être plus structurante que l'école proposée je dirais par que l'éducation nationale. Ça accompagne. Nous, on essaie aussi d'essayer d'accompagner les familles parce que on a un phénomène de famille monoparentale qui est très très fort, de plus en plus fort. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais moi j'ai des familles de 6-7 enfants avec une maman seule. Et finalement, l'éducation des enfants est faite par le grand frère. Donc il faut s'intéresser beaucoup à ce qui se passe dans ces familles, on va dire avec beaucoup de monde. Et on essaie justement de faire en sorte que ces jeunes-là, on les capte très tôt, parce que à l'adolescence, c'est déjà trop tard. Il faut les capter 7, 8, 9 ans. Donc on essaie de les capter à ces âges-là, on essaie de voir ceux qui ont des parcours déviants. On a mis un programme qui s'appelle Foot Travailler, où on a 350 jeunes sous convention dans les établissements scolaires d'Évreux, et on est présent à tous les conseils de classe. Donc, et on sait très bien que nous, le levier du football, si tu ne travailles pas correctement à l'école, c'est quelque chose qui acclène sur les jeunes. Si je leur dis ce week-end tu vas rester sur le banc parce que j'ai ça et ça qui se passe pas bien à l'école, je peux vous garantir qu'on a des résultats très très bons. Donc ça, on le travaille avec la ville d'Évreux, avec les acteurs locaux, avec la L2E, voilà, qui sont des associations sur Évreux, et on a des très bons résultats. Et c'est pour ça qu'on est accompagné par la ville, par le département, par la région, pour continuer à œuvrer. Mais évidemment que le levier du sport, il est très fort chez les jeunes, parce qu'ils ont tous envie de faire des carrières. Donc il faut l'activer. Et vous diriez qu'à Évreux, il y a un tissu associatif fort ? Oui, il y a un tissu associatif fort. Il y a une volonté, en tout cas, de sortir de certaines difficultés. Évreux, c'est particulier parce que Évreux, 50% des gens vivent en logements sociaux. Donc il faut en avoir conscience. C'est énorme, c'est pas le hasard si on entend tout ce qui se passe à Évreux. Il y a vraiment une difficulté. Et donc il faut œuvrer justement pour aider à sortir de ça. Et ça passera par l'emploi, par la formation, par l'éducation. C'est pour ça, quand j'ai fait cette campagne municipale, j'ai axé beaucoup autour du monde de l'entreprise aussi, parce que quand je fais venir des entreprises à Évreux, je propose des opportunités à tous ces jeunes. Et une fois qu'ils vont vivre de leur travail et pas forcément attendre que l'argent vienne des aides, parce que je peux vous garantir que quand vous parlez avec ces gens qui sont dans des milieux défavorisés, ils veulent pas des aides, ils veulent du travail. Mais pour ça, il faut que le territoire en propose. Donc il faut avoir une politique axée là-dessus, et pas axé sur forcément que de l'aide sociale. Donc c'est tout ce qu'on doit essayer de mettre en place dans notre pays pour que ces lieux plus difficiles s'en sortent par le haut, parce qu'ils ont besoin d'être fiers, ils ont besoin d'avoir une perspective, et puis ils ont besoin d'avoir du travail, tout simplement. Donc c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux jeunes, et ça passera peut-être pas que par le territoire d'Évreux, mais c'est leur ouvrir le champ des possibles sur la formation et l'éducation, que leur dire tout le monde est capable aujourd'hui de faire une carrière professionnelle, tout le monde est capable de devenir un grand chef cuisinier, tu peux devenir avocat, tu peux devenir un architecte, tu peux devenir ce que tu as envie d'être en fait dans la vie. Et si dans ta tête tu t'es mis des freins, toute ta vie t'expliquera que tu étais une victime et que tu pouvais pas y arriver parce que tu étais black ou parce que tu étais issu d'une communauté, alors que c'est pas vrai. Nous, notre famille, quand elle est arrivée du Portugal, on était aussi des immigrés, et à un moment donné on s'est tous mis au travail, et puis aujourd'hui ça se passe bien, on partage des valeurs communes avec la France et on fait en sorte de respecter le territoire qui nous a accueillis, et pour moi ça c'est très important. Vous êtes entendu par les autres chefs d'entreprise ? Est-ce que vous faites des émules ? Les chefs d'entreprise me connaissent, ils connaissent mon tempérament, ils savent que j'ai pas ma langue dans ma poche, ils savent que je me laisse pas faire, et je sais que voilà beaucoup
beaucoup m'en parlent, beaucoup essayent de s'engager, mais après ils ont aussi leurs problématiques dans leurs entreprises, hein, parce que encore une fois le quotidien d'une boîte c'est pas simple. Mais je sais qu'on a fait écho et j'ai vu certains qui m'ont dit c'est toi qui as raison Samuel, on va s'investir de plus en plus déjà dans nos syndicats pro, parce que c'est aussi faire de la politique, et demain peut-être avoir des actions sur notre ville. Et encore une fois, si on peut aider le monde associatif, si on peut aider à faire dans un secteur local des choses, il faut qu'on le fasse, parce que mis bout à bout, moi j'espère un jour qu'un Bernard Arnault finira au ministère, qu'un grand chef d'entreprise comme le patron de Free, Xavier Niel, il s'investira encore plus, parce que on a été très content de le voir arriver avec Free à l'époque. Ça nous a fait baisser nos forfaits téléphones, voyez. Et ça, typiquement, c'est ce qu'il faut qu'on fasse tous à nos niveaux pour qu'on revienne à des normalités. Et moi, je suis désolé. Aujourd'hui, la problématique française, ça passe déjà par le train de vie d'État, par que nos politiques, en fait, déjà soient des représentativités qu'on est fiers de regarder. Quand je vois que la moitié, ils ont tous des casiers judiciaires, moi je m'inquiète, vous voyez. Oui. Mais c'est quelque chose qu'il faut remettre sur la table. C'est préoccupant. Samuel Brigantino, quand vous avez créé Glace Express, quelle a été l'intuition, l'étincelle qui vous fait lancer l'activité? Glace Express, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance totale. Moi, quand je pars dans ce projet-là, déjà, avec ma femme, on y réfléchissait depuis longtemps. Moi et ma femme Priscilla, on est ensemble depuis qu'on a 18 ans. Elle m'a toujours connu entrepreneur, elle m'a toujours connu avec des projets, et elle m'a toujours accompagné, et c'est hyper important, et ça j'insiste là-dessus. Il n'y a jamais rien qui se fait seul. Au quotidien, je suis épaulé énormément, moralement, physiquement, tout ce que... Voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui m'accompagne. Et lorsqu'on a créé Glace Express, c'était vraiment ce modèle d'indépendance. On a voulu faire justement une activité qui pourrait se développer demain sur le territoire. Pas forcément le territoire national. Moi, au début, j'étais beaucoup plus modeste sur les ambitions. Mais créer un modèle économique qui fonctionne, intégrer les jeunes. Aujourd'hui, on n'en a pas encore parlé, mais j'essaie d'intégrer des jeunes de l'entreprise qui se sont formés dans le capital. Et ça aussi, c'est une volonté, c'est une philosophie de pouvoir commencer à les rentrer. C'est-à-dire vous leur ouvrez le capital de Glace Express. Quand on part en région, on a toujours un actionnaire qui est un salarié. Donc il prend des responsabilités, il investit avec nous et il est actionnaire de la boîte en fait. Donc, et c'est un ancien du local. C'est un ancien de Normandie. Ou maintenant autre. Parce que on est tous partis de Normandie, mais ça fait des petits. Maintenant, on a des Bretons. Donc c'est des spin-offs en fait. C'est ça. Et c'est eux qui vont porter la marque, et ils sont encore une fois au capital de la marque. Donc c'est intéressant pour eux. Mais la philosophie, c'était vraiment de ne plus être pieds et poings liés avec les donneurs d'ordre, d'aller faire du commerce, d'être capable de vendre des produits et de faire une entreprise où les gens allaient pouvoir s'épanouir et vivre de leur travail, parce que à l'époque, lorsqu'on dépendait uniquement de compagnies d'assurance, on nous faisait travailler à des taux horaires qui n'étaient pas acceptables. Donc, et si on veut que les gens puissent en sortir, ça passe que par le travail, et il faut être capable de le facturer, de le payer. Donc l'indépendance était la meilleure des solutions. Quand vous démarrez avec Priscilla, vous vous entourez tout de suite? Vous structurez déjà quelque chose? Non, mais les gens ne peuvent pas comprendre. Vraiment, aujourd'hui, mais si, ils peuvent comprendre. Glace Express, c'est une histoire que c'est 2013, le lancement. 2013, mais je pourrais écrire des livres sur Glace Express. On a commencé avec 3 francs 6 sous dans les poches. On a fait des liquidations d'entreprise. Moi, j'étais négocier les chaises à 1 euro quand j'ai créé Glace Express. Je dormais dans mon bureau. On n'imagine pas, parce que qu'une entreprise... Il faut le dire, parce que sinon les gens pensent que c'est tout de suite paillettes. Non, c'est pas du tout paillettes. Mais Glace Express aujourd'hui, je fais 12-13 heures par jour. Je veux dire, il n'y a rien de simple dans la vie, et surtout pas en France. Donc, quand vous savez qu'aujourd'hui une entreprise reverse entre 60 et 70% de ce qu'elle touche, je veux dire, il faut être prêt. Moi, quand j'ai lancé Glace Express, vous savez, dans ma tête, c'était une compétition. C'est une compétition, c'est-à-dire que je suis monté sur des tatamis toute ma vie. Quand j'ai créé Glace Express, j'ai dit de toute façon, personne va avoir l'envie de faire ce que je vais faire. Et c'est-à-dire que je vais venir du lundi au dimanche, je vais me lever à 6-7 heures du matin et je vais me coucher à 23 heures minuit. C'est ça que j'ai proposé, moi. Sur le papier, c'est pas vendeur. Quand vous expliquez ça, pour au début, aller peut-être gagner 1000 euros. Mais j'avais une volonté vraiment de créer un modèle économique qui n'existait pas. Et quand vous commencez en 2013, la loi Hamon n'existe pas. La loi Hamon, c'est quelque chose de très important dans notre domaine. C'est arrivé en 2014.
Mais moi, je travaillais déjà sur ces réglementations. Et 2013, les indépendants n'existaient pas. Qu'est-ce que c'est la loi Hamon ? La loi Hamon, c'est la loi de consommation qui laisse libre choix aujourd'hui aux clients de passer par des réparateurs indépendants, concessionnaires, MRA, et pas forcément par les réparateurs que les assureurs imposent. Et ça, c'est très important parce que les réparateurs, souvent, qui sont imposés par les assureurs, répondent à des politiques commerciales que les assurances imposent, et pas forcément une politique de volonté de satisfaire des clients. On a une volonté de satisfaire des assureurs. Et l'assureur, il est satisfait uniquement par le prix. Il n'est pas satisfait par autre chose. Il aura beau vous expliquer qu'il est RSE, je peux vous garantir que la seule chose qui l'intéresse, c'est les prix. Donc, il faut être capable de sortir de ça. Si on n'est que sur le prix, forcément, c'est au détriment de qualité. Donc, il faut être capable de proposer des services de qualité, de proximité, tout en étant une politique de prix qui soit adaptée aussi pour que des collaborateurs puissent s'en sortir. Parce que quand je facture mon taux horaire à 38 €, aujourd'hui avec le coût du travail, c'est juste pas possible. Donc en étant indépendant, j'étais capable de me positionner en dessous d'un concessionnaire qui va facturer aujourd'hui plutôt entre 100 et 120 €, mais pas comme un agréé qui va aujourd'hui se positionner entre 38 et 45 €, où les agréés aujourd'hui sont en grande difficulté. Parce que c'est ça aussi qu'on n'explique pas. Dans notre modèle économique, les agréés étaient en difficulté. Nous, aujourd'hui, les indépendants arrivent à s'en sortir. Donc, mais par contre, il y a beaucoup de rapports de force avec les assureurs, et forcément, force est de constater que c'est un lobby très fort. Donc, il faut travailler sur beaucoup de leviers, mais être indépendant, c'est l'assumer. Donc, c'est assumer aussi de temps en temps d'être en rapport de force avec certains, mais c'est comme demain dans la politique. Ce qui ne veut pas dire que vous ne travaillez pas avec les assurances, évidemment. Non, c'est pas ça que ça veut pas dire qu'on ne travaille pas avec les assurances, ça veut dire qu'on ne fait pas de négociation d'agrément. En fait, on ne leur demande pas de nous envoyer des flux. C'est ça. On leur demande simplement de respecter des contrats qu'ils vendent pour que des clients soient indemnisés lorsqu'ils font des réparations. Donc, c'est ça la nuance. Donc, l'agrément, ça n'est pas du tout un rapport de qualité, c'est un rapport de contrat entre un échange de flux de clients contre un prix. C'est ça l'agrément. En 2013, quand vous créez, on comprend que vous avez une vision, notamment l'indépendance, la qualité, la satisfaction du client. Mais cette vision, elle se matérialise aussi par un objectif chiffré, un territoire couvert. Déjà, quand c'est important de le dire, lorsqu'en 2013, j'ai 27 ans, on pourrait penser que je suis jeune, mais dans le monde de l'entreprise, je suis pas jeune du tout. Parce que moi, je suis dans le monde de l'entreprise depuis que j'ai vraiment physiquement, j'y vais depuis 13-14 ans. Donc, c'est-à-dire que ça fait déjà des années que je suis dans le monde de l'entreprise. Donc, moi, à 27 ans, je suis rodé dans le monde du vitrage. J'ai beaucoup d'expérience du vitrage. Comme je le disais tout à l'heure, ma famille a commencé en 86. Nous, on était à l'époque du verre trempé. Lorsqu'on j'arrive en 2013, on est sur du verre bombé, on est sur du verre, je dirais, sécurite. Donc le domaine a changé, et justement dans cette arrivée technologique, j'essaie tout de suite de m'adapter avec une vision où on doit être performant sur la techno, parce que l'ADAS arrivera quelques années plus tard. L'ADAS et tous les systèmes d'aide à la conduite que vous avez dans vos véhicules. Aujourd'hui, il n'y a pas un véhicule qui sort sans un anti-franchissement de ligne blanche, sans un régulateur adaptatif. Et tout ça, c'est la technologie qui évolue, et on a toujours essayé d'être au contact de cette évolution. Donc même quand on était tout petit, Glace Express avec 2-3 personnes, j'ai essayé de m'y intéresser. Et à l'époque, il n'y avait pas une voiture qui sortait de l'atelier si je passais pas dessus. Vous voyez, j'avais vraiment la volonté que chaque client soit content, chaque client soit satisfait, parce que c'est la meilleure méthode en fait de communication. Outre mettre des campagnes de pub télé, mais satisfaisons des clients, et vous verrez qu'on aura la meilleure des pubs. Donc ça a vraiment toujours été ma volonté, et aujourd'hui je sais que voilà, j'ai plus la possibilité d'aller faire les voitures, mais c'est quelque chose qui me manque énormément. Donc j'essaie de m'investir auprès de mes collaborateurs pour que eux derrière puissent le faire rejaillir, mais ça reste aujourd'hui ma petite frustration, c'est que j'ai moins le contact avec les clients, et c'était ce que j'aimais le plus, donc j'essaye de l'avoir plus avec mes collaborateurs. Et vous diriez que c'est plutôt une chance pour vous de ne pas avoir fait d'études supérieures, mais plutôt d'avoir été dans le jus, dans le bain tout de suite? Quand je parle avec des entrepreneurs, j'en connais pas beaucoup qui ont créé des marques, qui les ont développées et qui ont fait des grandes études diplômantes. Les entrepreneurs ont souvent cette capacité à avoir appris de leur vie, de leur quotidien, et comme je dis toujours, développer d'abord vos tempéraments avant de développer vos compétences, parce que vous pouvez avoir toutes les compétences du monde, mais si vous n'avez pas de tempérament pour le mettre en application, ça ne marchera pas. Donc voilà, moi j'ai développé mon tempérament à travers ma vie, à travers les rencontres que j'ai pu faire,
le monde du sport, la combativité. Voilà, quand tu rentres sur un ring ou sur un tatami, il y en a un des deux qui va ressortir plus abîmé que l'autre. Voilà, et c'est ma vie comme ça. Mais j'ai pas peur d'aller au combat et j'ai appris un métier tout en n'ayant pas peur d'aller au combat contre des gros. Et moi, quand j'ai commencé, j'ai dit moi, je veux faire mieux que Carglass. Carglass à l'époque faisait 600 millions de chiffre d'affaires, alors j'y suis pas encore arrivé. Mais mon objectif quand je faisais 1000 euros, c'était de faire 600 millions. Donc autant vous dire que j'en étais loin. Et quelques années plus tard, voilà, quand je reçois des fois des courriers de Carglass parce qu'on se chahute le marché, je me dis que j'ai réussi mon pari. Et puis vous n'êtes pas encore national comme Carglass, donc rien n'est joué. Et puis on vient d'attaquer le marché belge depuis quelques mois. Donc voilà, Glass Express est en train de grandir tranquillement et on va essayer de faire en sorte de continuer à l'accompagner tant qu'on le pourra. C'est l'objectif. Avec ses réussites et ses échecs. Parce qu'une entreprise, il faut accepter ces phases où des fois on monte et des fois on redescend et des fois on remonte, mais il faut toujours être capable de l'anticiper et de le travailler. Et vous, comme on l'a dit, vous vous reposez jamais sur vos lauriers. Non, surtout pas. Comment est-ce que vous vous projetez dans l'avenir ? Est-ce que c'est Glass Express encore pour 5 ans, 10 ans, 20 ans ? Très objectivement, je n'ai jamais des visions à long terme. J'ai toujours des visions court terme, moyen terme, parce que la réalité de la vie m'a toujours montré que trop de projections, des fois, tu te perds. J'ai eu X fois la possibilité de m'en séparer, mais... on vous a proposé de racheter. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, moi je fonctionne beaucoup au feeling, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Je crois à mon destin. Vous voyez, donc tant que j'ai l'envie, tant que je me lève le matin et que je suis en bonne santé, que j'arrive à partager avec ma femme et mes enfants, que ma mère est à mes côtés, j'aurai toujours cette envie d'entreprendre. Et puis aujourd'hui, ça me plaît, moi, de voir ces jeunes qui arrivent et qui prennent ma place. Et nous, la culture d'entreprise, elle a toujours été de dire il faut que le mec d'en dessous, il vienne mettre un coup de pied aux fesses de celui qui est au-dessus. C'est à eux de venir me chercher maintenant et de me proposer autre chose. Et peut-être qu'un jour, j'aurai envie de m'investir autrement. Déjà, aujourd'hui, je le fais à travers la politique locale. J'avais eu des opportunités au national que je n'ai pas été parce que j'estimais que ce n'était pas encore la période. Mais je me ferme à rien, en fait, si vous voulez. Mais je fais en sorte, en tout cas, de ne laisser personne sur le côté. C'est très important pour moi. Quand je marche dans la rue à Évreux, les gens viennent me voir, me saluent, me remercient souvent. C'est que j'essaye à mon niveau de m'investir et de laisser quelque chose. Voilà. J'aimerais laisser quelque chose à la fin et qu'on se dise c'est un mec qui a essayé de faire bouger les lignes, en fait. Et si on arrive à faire ça, on aura gagné. Comment est-ce que vous transmettez cette rage de vaincre, en tout cas de développer à vos enfants ? Déjà, ils sont avec moi dans l'entreprise comme j'étais avec mes parents. Donc, ils ont quel âge ? Mes enfants entre 3, 5, 7 et 9 ans. Et ils sont déjà dans l'entreprise ? Bien sûr. Ma petite fille de 3 ans, elle vient à l'entreprise voir papa, elle vient taper sur le clavier, elle vient s'investir. Donc, et de toute façon, mes enfants, quand vous leur dites tu veux aller où samedi, ils vont te dire je veux aller à HBI. HBI, c'est notre siège. Parce que moi, l'entreprise, je l'ai déjà organisée pour la famille. Donc, ils ont un endroit où ils peuvent se poser, où ils peuvent jouer, où ils peuvent s'intéresser. Puis, ils vont voir mamie, ils vont voir les collabs et puis ils passent du temps avec eux. Donc, en fait, moi, je crois pas à scinder les choses. Les gens, souvent, essaient de scinder ça, c'est le travail, ça, c'est le sport. Non, nous, tout est mélangé. Moi, tu fais le sport à l'entreprise, tu manges à l'entreprise, tu reçois des gens à l'entreprise, et l'entreprise, c'est le lieu privé aussi. Parce que ma femme, elle vient, on va se prendre un moment ensemble, on va manger, on va discuter. Et ma vie, c'est un long fil où je traverse. Et des fois, je suis en entreprise, des fois, je suis en dehors d'entreprise, des fois, je suis au club parce qu'on est sur les sujets du sport, des fois, je suis à la mairie parce qu'on travaille la politique. Je ne scinde pas les choses, en fait. C'est les uns après les autres. Et je pense que c'est le meilleur moyen que tout le monde s'investisse sur un projet commun. Et le projet commun, c'est que notre société aille bien. Et elle ira bien que si on prend des bonnes décisions politiques, que si économiquement ça fonctionne parce que tout le monde a besoin de vivre, et qu'on a des loisirs à côté, et que tout le monde a sa place. En fait. Et c'est pour ça que je ne scinde rien et que finalement tout est mélangé. Je vous sens profondément habité par tous les projets que vous venez de nous exposer. On sent cette envie de faire bouger les lignes, de faire avancer ces sujets. Qu'est-ce qui vous donne envie d'y croire ? Qu'est-ce qui soutient cette espérance ? C'est beaucoup de transmission. Je crois beaucoup à la transmission. Je crois beaucoup au partage du savoir. On a une certaine foi qui nous fait avancer.
et je crois pas encore une fois à la fatalité. Donc on peut avoir été issu de milieux plus modestes, on peut avoir vécu dans des quartiers. Ma famille vient des quartiers de Dreux, mais jamais de la vie je me suis dit parce qu'on vient des quartiers de Dreux on n'arrivera à rien dans la vie. Donc moi je fais des repas avec des gens qui ont des rôles au national, qui ont eu des rôles à l'international. Ça pose pas de problème. Après, il faut savoir se positionner, il faut apprendre, il faut être capable de discuter avec tout le monde, avec chacun nos codes. Il faut accepter les autres. J'insiste vraiment là-dessus. Il faut accepter les autres avec leurs coutumes, avec leurs croyances. Il n'y a pas de problème tant que tu respectes ton prochain, ça fonctionne bien. Et que nos jeunes, encore une fois, qui est vraiment moi aujourd'hui mon axe prioritaire, comprennent qu'on n'a rien sans rien en fait dans la vie. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Ils vont footballeurs, influenceurs ou youtubeurs, ça n'existe pas tout ça dans la vraie vie. La vraie vie, c'est tu vas te lever le matin, tu dois apprendre et tu dois après mettre en application ce que tu as appris. Et c'est la seule façon de t'en sortir. Voilà. Et c'est pas en faisant des vidéos sur internet que tu vas y arriver. Donc ça, j'essaie toujours de leur répéter les choses parce que moi, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, ils me suivent à travers les vidéos, mais je leur explique tous les jours. Coco, c'est 6h du matin, on va se coucher à minuit 1h du matin, donc sois prêt, parce que moi, si tu passes une semaine avec moi, tu vas perdre quelques kilos. Donc c'est ce qu'il faut leur faire comprendre. C'est bon à entendre et à réentendre. Est-ce qu'il y a une place pour le doute dans votre vie ? Tous les jours, je doute. Mais encore une fois, j'ai la chance d'être accompagné. Je suis en connexion tout le temps avec ma femme, qui est mon premier confident, et on partage nos doutes. On essaye de toujours se donner le courage d'eux, et puis de temps en temps... je m'isole et puis je réfléchis avec moi-même, voilà. Et la nuit porte conseil. Souvent dans la nuit tu trouves des réponses que tu trouves pas la journée, parce que c'est vrai que moi l'un des moments que j'apprécie souvent, c'est cette fin de journée où on a échangé beaucoup, arrivé vers 18-19h, voilà, on se retrouve un peu plus seul, et là on a une réflexion. Voilà, et ça, c'est des moments qui me permettent souvent de trouver l'éclair, la lumière. Et des fois, cette lumière-là, tu as besoin d'être isolé pour la voir. Et après, j'en échange avec elle. Et voilà, toutes les décisions que je prends dans l'entreprise, elle est souvent à mes côtés. Donc, moi, je crois beaucoup à l'infidélité et à la loyauté. Et je pense que c'est quelque chose qui se perd de plus en plus, et justement par des jeux d'intérêt. Revenons au basique, voilà. Soyons fidèles et loyaux les uns envers les autres. C'est beaucoup plus important que la compétence, parce que quelqu'un de compétent mais pas fidèle, pour moi, il n'a rien à faire dans mon entourage, vous voyez. Je reste persuadé de ça. Et si on est fidèles et loyaux les uns envers les autres, on avance beaucoup plus longtemps, ensemble, et on fait bénéficier beaucoup plus de personnes. C'est ça vraiment ce qui m'anime, et j'essaye de faire en sorte que les gens ne l'oublient jamais au sein de notre groupe et au sein de nos organisations, au sein de nos clubs, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc ceux qui s'y retrouvent, souvent ils essaient de me suivre là-dessus. On a envie de vous suivre en tout cas. En tout cas, on essaie d'aller dans ce sens, mais pour ça il faut être positif. Il faut voir les choses du bon côté, pas toujours voir le verre à moitié vide. Il y a des belles choses dans la vie, il y a des difficultés. Moi, ce qui me dérange, c'est quand j'allume ma télé et que je vois encore en 2026 qu'on s'envoie des missiles sur la tête. Ça me dérange. Voilà, on espérait avoir des voitures qui volent. Non, on a des fusées qui vont, des missiles qui vont toujours plus en plus vite, et on n'est pas capable de faire en sorte que la diplomatie fonctionne. Et ça, pour moi, ça me désole. Moi, ça me désole. Quand je vois des enfants qui sont victimes de tout ce qui se passera dans le monde, ça me dérange. On parle d'immigration, mais en même temps, si je serais né en Syrie, j'aurais peut-être envie d'arriver en France. Donc, mais par contre, il faut réguler. Donc tout ça, c'est compliqué en fait. Et on n'a pas le bon scope. Et on nous oppose. Là où à un moment donné, il faut être très clair, on n'a pas tous la même chance dans la vie. Et que ça soit dans un autre pays ou dans un autre quartier, à un moment donné, quand tu viens de Neuilly-sur-Seine, tu as beaucoup moins de chance que quand tu viens de la Madeleine ou quand tu viens de Nanterre. C'est mathématique. Donc il faut être capable aussi de l'accepter, mais ça ne veut pas dire que quand tu viens de Nanterre, tu dois empêter celui qui vient de Neuilly. C'est ça que ça ne veut pas dire. Donc à tous à notre niveau, on doit avoir conscience qu'on doit s'entraider, on doit se tendre la main, et on doit faire en sorte que demain soit meilleur. Mais pour ça, il faut que la diplomatie fonctionne, il faut arrêter les jeux politiques, et il faut arrêter les manipulations. Et c'est pour ça que j'insiste, il faut que les chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont du monde économique, qui font avancer le pays, parce que c'est l'économie qui fait avancer le pays, mais il faut le mettre au service d'eux. Après. Et il ne faut pas que le capitalisme, après, l'emporte sur les actes d'entrepreneuriat, sur les artisans. C'est pas ça qu'il faut. Mais il faut que l'économie soit au service d'une organisation. Parce qu'il n'est pas normal qu'on se satisfasse de faire moins de dettes. Il n'est pas normal qu'on se satisfasse de ça. On ne doit pas en faire, en fait.
Et quand je vois le Portugal qui s'est relevé dernièrement et qui est aujourd'hui un pays excédentaire, je me dis que c'est possible. Parce que si vous revenez il y a 20 ans au Portugal, oui, c'était le tiers-monde, hein, je vous le dis. Hein. Parce que nous, quand on y allait, c'était les calèches et on se déplaçait avec des ânes. Donc aujourd'hui, vous y allez, ça s'est développé parce qu'il y a une politique qui a été mise en place, parce qu'on respecte des valeurs, parce qu'on se balade tous en portant le drapeau. Et moi, j'ai pas honte de dire que je suis à moitié portugais, à moitié français. Et je suis à moitié des deux. Donc, et j'ai pas de problème avec le drapeau de la France quand j'ai pas de problème avec le drapeau du Portugal. Et je pense qu'il faut que tout le monde en prenne conscience, qu'il faut qu'on soit fier de ce qu'on a et qu'on n'ait pas peur de le dire. Soyons fiers. Je pense que tout ce que vous nous avez expliqué, démontré, aura touché aussi le cœur des auditeurs de RCF, parce que vous rejoignez beaucoup les valeurs que l'on porte sur cette radio. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter comme mot de la fin ? La santé, je pense que c'est le plus important, de faire en sorte d'avoir toujours la foi d'entreprendre et la foi dans la vie. Et encore une fois, garder les valeurs. L'économie, ça va, ça vient. Mais le reste, il faut que ça soit toujours les bonnes valeurs qui nous animent. Pas faire les choses pour les mauvaises raisons. Et miser sur l'humain. C'est la priorité, de toute façon. On finira tous au même endroit, de toute façon. Merci beaucoup Samuel Brigantino pour ce moment passé ensemble. Je rappelle que vous avez écrit en 2013 Glace Express France, maintenant que vous êtes en mode développement national, que vous soutenez le club de football d'Évreux et plein d'autres choses. Merci et bonne route. Merci de votre accueil.